Bonjour à tous et à toutes. C'est un peu brutal, disons, quand ça arrive. Bienvenue à cette conférence sur comment amener un véritable changement grâce à la facilitation systémique ou plus précisément, comment trouver une autre manière, de faciliter grâce à l'approche systémique. Je me présente, je m'appelle Cyrielle Deline et tout d'abord merci aux facilitateurs. Effectivement, je suis passée un petit peu vite sur l'histoire. Merci aux facilitateurs de m'accueillir. Je suis vraiment contente d'être là. Je suis déjà venue l'année dernière, pour, donner un atelier sur, la facilitation à distance d'ailleurs. Donc ça tombe bien, je reste dans le même mood. Alors, je suis assez habituée à donner des ateliers, animer des formations, tout ça. Par contre, j'avoue que animer une conférence, c'est la première fois, donc petit challenge, petit stress, mais ça va le faire. Et c pour ceux qui étaient là l'année dernière, du coup, je suis toujours accompagnée de Fifi, mon super ami, voilà, qui m'aide à me détendre, ma super licorne. Voilà et du coup, les panneaux, je suis contente que ça vous plaise. C'est, une petite astuce justement d'ailleurs de facilitation à distance pour amener un petit peu de peps à vos ateliers. Mais bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Du coup, pour me présenter, donc je suis dans la facilitation depuis maintenant 10 ans environ. J'ai commencé par tout ce qui est, cadrage, de projet, comment passer vraiment de l'idée à un projet. Et j'ai été assez frustrée au final de pas pouvoir, d'instaurer des nouvelles pratiques finalement, un nouvel état d'esprit, mais de pas pouvoir, les faire perdurer post-atelier. Donc je me suis demandé: «Mais comment accompagner, les équipes dans une nouvelle démarche et que ça perdure?» Et bien, du coup, je suis allée vers le coaching d'organisation, plus précisément avec le rôle de Scrum Master pour ceux et celles qui connaissent. Voilà, ce qui est du coaching d'équipe. Petit à petit, je suis passée coach agile et récemment, donc j'ai été formée au coaching professionnel systémique avec Alain Cardon, donc là sur, 2021 et du coup, j'ai eu plein de liens qui se sont faits dans ma tête, pas mal de mind blowing, on va dire, où je me suis dit: «Mais finalement, est-ce qu'il y a pas un lien énorme entre la systémique, la facilitation, le coaching d'équipe?» Enfin voilà, tout ça c'est un peu mélangé et puis au passage, je ne sais pas si ça vous arrive à vous. En tout cas, moi de mon côté, c'est une question assez existentielle que j'ai à la fin de chaque atelier ou à l'occasion d'accompagnement d'équipe. C'est finalement, est-ce que faciliter les échanges, ça suffit, à faire, changer les équipes, à faire action? Est-ce que c'est un changement durable et puis finalement, ça veut dire quoi, un vrai changement? Donc c'est tout ça que je vais vous partager aujourd'hui. Alors avec mes mots, mes découvertes aussi sur l'approche systémique, les expériences que j'ai pu faire, les idées, voilà, j'ai pas mal de choses à vous proposer, que ce soit, voilà, une nouvelle manière de faciliter ou même une nouvelle posture en tant que facilitateur ou facilitatrice. Voilà, donc sans plus attendre, je vais démarrer en vous présentant qu'est-ce que c'est un système, puisqu'on parle d'approche systémique, donc le mot système quand même a besoin d'être, bien compris de tous et de toutes ici. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, n'hésitez surtout pas à poser plein de questions, à faire des commentaires, donc sur le chat. Pour des raisons de fluidité de présentation, je les traiterai à la fin, mais voilà, n'hésitez surtout pas, à les mettre. J'ai bien envie de pouvoir répondre à vos questions. Donc je reprends. Quesaco, un système. Eh bien, un système, c'est un ensemble d'éléments qui interagissent entre eux selon pas mal de principes, de règles, qui vont en tout cas vers un objectif, une finalité commune. Donc typiquement, je vous ai mis plusieurs exemples de systèmes, le corps humain, la famille, une équipe projet ou une entreprise. Typiquement, le corps humain, c'est assez, facile à comprendre. On a donc ce système corps avec à l'intérieur, plusieurs choses comme des organes, des cellules, des veines et cetera qui interagissent entre eux pour la survie, la finalité qui est la survie finalement, du corps. Alors la survie ou la bonne vie en tout cas. Donc voilà. Mais ce qui va nous intéresser en fait, c'est surtout, le système complexe. C'est ce qu'on va vraiment, creuser aujourd'hui, pas tous les systèmes, mais surtout les systèmes complexes. Donc là, je vous montre par exemple la matrice de Stacy. Alors Ralph Stacy d'ailleurs pour l'anecdote, ce n'est pas une femme, j'étais persuadée que c'était une femme, mais en fait pas du tout. Donc Ralph Stacy qui est un théoricien d'organisation et professeur, à l'université de Hertfordshire, avec mon super accent anglais. Donc qui s'est intéressé, justement à toutes les implications des sciences naturelles et de la complexité pour mieux comprendre, les organisations humaines et leur gestion.
Donc, ce que nous montre cette petite matrice finalement assez intéressante, c'est que, les systèmes complexes, ce sont les systèmes où finalement on est plutôt loin de la certitude, dans, les technologies à utiliser, les projections à moyen long terme et on est loin du consensus aussi, entre les parties prenantes du projet, autour des besoins utilisateurs, de quelle valeur apporter, tout ça. Donc finalement, on a un niveau d'incertitude assez global dans l'organisation, plutôt élevé face à tout ce qui est volatilité de l'environnement, caractère mouvant, tout ça, tout ça. Donc je ne sais pas si vous voyez où je veux vous emmener. Le monde VUCA, par exemple, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui finalement constitue notre réalité actuelle. Donc VUCA pour Volatility, Uncertainty, Complexity et Ambiguity, donc qui est un concept qui a été introduit par le US Army War College dans les années 90, en réaction à la mondialisation de l'accélération de la technologie donc qui entraîne finalement une grande volatilité des marchés, des comportements clients et plus d'incertitudes. Donc, ça devrait vous parler puisque c'est toujours, notre contexte actuel. Mais voilà, du coup, les lois et les règlements se complexifient, ça complexifie l'activité des entreprises et ça amène plus d'ambiguïté puisque finalement, toutes les interprétations et les perceptions sont multiples face à une situation, et puis c'est devenu la norme finalement d'être dans un environnement plutôt ambigu. Donc voilà, ce sont les systèmes sur lesquels on va se concentrer. Hem à titre d'exemple, pour, un petit peu vous montrer la différence, les systèmes simples, c'est plutôt des systèmes où tout est connu. Donc c'est-à-dire, par exemple, faire cuire un gâteau, on a une recette, on n'a pas forcément besoin d'expertise particulière. À la limite, être bon cuisinier, ça aide, mais ça fait pas tout. Et surtout, les résultats sont plutôt prédictibles. Un système compliqué, c'est là où il y a plus de connus que d'inconnus. Donc, par exemple, aller sur la Lune. Bon, on n'a pas dit que c'était simple, hein, on a dit que c'était compliqué. Par contre, les formules sont connues, on connaît les fusées, maintenant elles se ressemblent, elles ont été testées. Il y a un haut niveau d'expertise exigé, mais voilà, on sait le faire. Et donc, système complexe, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, donc là où il y a plus d'inconnus que de connus. Donc là, par exemple, je vous parlais d'entreprise, d'organisation, etc. On peut aussi penser à un exemple beaucoup plus simple qui est, élever un enfant. En fait, on a pas mal de techniques qui sont peut-être testées, ça a peut-être marché avec un premier, mais pas avec un deuxième. C'est pas garanti. Chaque enfant est unique, les relations sont clés. Donc voilà et puis le chaos, alors là, on a trop peu d'éléments connus, on va pas les visiter ceux-là parce que justement, il y a trop d'inconnus dans l'idée. Hem, donc ce qui nous emmène en fait pourquoi j'ai envie de traiter, les systèmes complexes autres que, c'est quand même ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est que finalement, dans la zone de complexité justement, ce qu'a bien vu, Stacy, c'est que toutes les approches de gestion traditionnelles ne sont pas efficaces. Par contre, c'est une zone super favorable à tout ce qui est, innovation, créativité, rupture avec le passé et donc changement. Donc c'est parti, je continue. Allons à la découverte, de ces systèmes complexes. On va un petit peu regarder, du coup, tout ce qui les caractérise et vous faire découvrir au fil de l'eau, du coup, l'approche systémique appliquée aux sciences sociales et humaines en particulier. Donc, pour commencer, je vais vous demander de vous connecter à Bicast. Alors, dans le chat, normalement, on va vous donner le lien. Je préviens mon acolyte. Voilà, sinon effectivement, vous pouvez y aller avec le code et sur bcast.live. Tac, no, voilà, je vous ai peut-être un peu spoilé. OK, je vais attendre que vous vous connectiez. Donc c'est un petit QCM, un petit quiz quiz rapidement, simple à vous faire découvrir qu'est-ce que c'est les systèmes complexes et qu'est-ce que ça veut dire quand ils sont ouverts? Et le code, c'est, écrit donc au-dessus dans la fenêtre 68 13 66. Je n'arrive pas à y accéder. Ah, c'est embêtant. Les aléas du direct. Là, le code, il est en haut, il est là, session complète. Ah oui, d'accord. Merci Bicast. Déjà complet? Ah d'accord, ça doit limiter. Oh là là, si ça limite à 12, dis donc, c'est un peu la loose. Bon, ça tombe trop mal en haut. Bon, bah, désolée, je savais pas que c'était limité, à ce point.
Écoutez, on va faire avec les, trop de succès, c'est ça? Avec les 12 personnes déjà qui sont connectées, en tout cas, merci pour ceux et celles qui sont connectés. Je vais lancer, le petit jeu et à la maison, pour ceux qui ne peuvent pas se connecter, donc vous allez avoir aussi les questions affichées. Je vous invite à réfléchir à vos réponses, hein. Hop, je démarre l'activité. Donc un système complexe, heu et qui est ouvert, ça veut dire, est-ce qu'ils sont très open-minded? Est-ce que ça veut dire ils ont besoin d'interagir en interne et en externe pour fonctionner? Ou est-ce que ça veut dire qu'ils reçoivent des stimulations permanentes à la transformation? Attention, il reste plus que 13 secondes pour répondre et je bois un petit coup d'eau au passage. Ah, ça bouge. Attention, plus que 2 secondes! Yes! Bravo, vous êtes trop forts! Bon, bah, c'est génial. Exactement, les systèmes complexes sont ouverts, ça veut dire qu'ils ont besoin d'interagir en externe pour fonctionner. Hop, je remets la présentation. Et qu'ils reçoivent des stimulations extérieures. Donc je vais rentrer un peu plus dans le détail de tout ça. Donc nos systèmes effectivement, complexes sont ouverts. En fait, pour réussir en tout cas à survivre, pour réussir à fonctionner, ils ont besoin de recevoir des informations, des matériaux, de l'énergie de l'extérieur. Donc si on prend l'exemple d'une équipe projet, hein, elle a besoin d'interagir avec les règles de son entreprise, avec tout l'écosystème de son entreprise, mais avec aussi d'autres équipes. Typiquement, la réponse B. Et bon, ça n'empêche pas que, les systèmes ont quand même des limites. Ils sont ouverts, mais ils ont des limites. Typiquement, si on prend, le corps humain, dans une cellule, il y a une membrane, hein, la peau du corps qui délimite quand même, ce système-là, les frontières d'un pays. Donc voilà, ils sont ouverts parce qu'effectivement, ils ont besoin d'interaction, mais ils ont quand même des limites. Et du coup, ils ont, stimulation extérieure permanente, parce que comme ça bouge autour d'eux, ben, ça bouge aussi pour eux. Et alors il se passe quelque chose d'assez intéressant sur ces systèmes également, c'est qu'ils ont une tendance à l'homéostasie. Donc l'homéostasie, c'est une tendance finalement à revenir à un état antérieur après un léger changement. Donc c'est en fait, le système revient à un état, à un facteur, un élément, à une valeur bénéfique antérieure qui était pour lui. Alors je dis bénéfique, parfois bénéfique parce que ça permet juste l'équilibre, mais voilà, il y a un processus de régulation, comme la température du corps, hein. Généralement, quand elle est trop élevée, le corps s'active pour que, du coup, le corps baisse en température. Mais voilà, du coup, cette tendance à l'homéostasie, bah, elle est assez intéressante pour nous puisque, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que quand il y a un changement, on a souvent déjà une résistance des individus, au changement, hein, donc c'est, le côté, on n'a pas trop envie de changer. Alors sinon, on essaie peut-être de reproduire des solutions qui ont bien marché dans le passé ou qui ont pu marcher dans des entreprises différentes. Donc là, on reste sur, pensée cartésienne, hein, finalement, très, très fort, donc avec le lien de cause à effet, hein. La solution A a marché quelque part par rapport à ça, donc ça devrait donner un effet B. On reprend et on recommence et puis hop, ça marche, quoi. Bon, en réalité, c'est pas aussi simple puisque, dans votre contexte, le contexte n'est pas le même que du coup, l'entreprise sur laquelle vous avez pris un exemple. Les contextes ont peut-être changé, donc il y aura des effets différents. Et donc il peut y avoir effectivement une déception face, au non-changement finalement, au côté non efficace de cette solution, et donc on revient à l'état antérieur parce que c'est, confortable, parce que c'est notre habitude, et cetera. Donc c'est un très bon argument d'ailleurs, hein, pour les opposants au changement en disant, «Regardez, on a essayé, ça n'a pas marché, donc autant continuer ce qu'on fait depuis toujours, ça marche bien comme c'est, aujourd'hui», hein? La mauvaise foi, tout le monde connaît. Donc voilà, donc du coup, c'est quand même, un effet naturel de nos systèmes complexes, hein, ils sont ouverts, OK, c'est génial. Par contre, du coup, ils ont aussi une tendance à l'homéostasie. Super, et donc maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, je vous mets par exemple, une, citation de Paul Václavic, alors je ne sais pas exactement comment ça se prononce, qui est un des fondateurs, de l'approche systémique dans les années 50. Et donc il parle de faire toujours plus de la même chose conduira invariablement au même résultat. Et bah oui, généralement, on a tendance à s'acharner désespérément pour trouver une solution à un problème en employant toujours la même méthode.
sans se rendre compte d'ailleurs des fois que c'est un peu toujours la même méthode et donc ça ne marche pas. Typiquement, j'ai entendu, des phrases, en atelier ou en accompagnant des équipes du style, je sais pas si c'est le cas pour vous, mais: «Je n'arrête pas de lui dire, mais il ou elle ne comprend rien. J'ai tout essayé pour m'en sortir, mais on a tout essayé, rien ne fonctionne, autant rien bouger». Bon, donc plein de boucles interactionnelles, hein, finalement, et le problème, c'est justement ces interactions-là, les interactions que la personne, entretient avec son interlocuteur, avec lui-même ou avec ce qu'elle considère comme son problème. Donc autrement dit, finalement, le problème, c'est la solution. Autre citation de notre ami Paul. Mais voilà, une fois qu'on est pris un peu dans ce tourbillon de tentatives, de solutions, j'ai déjà tout tenté, voilà, c'est ça. J'ai tous essayé et non. Mais voilà, une fois qu'on est pris dans ce tourbillon, finalement, c'est assez difficile de porter un regard un peu éloigné sur, cette situation, d'adopter une démarche novatrice et c'est justement là, tada, que le facilitateur ou la facilitatrice peuvent aider. C'est là que vous avez du poids, messieurs, dames. Donc, qu'est-ce que c'est finalement un changement face à l'homéostasie des systèmes complexes? Qu'est-ce que nous apprend, l'approche systémique? Eh bien, c'est que pour qu'il y ait un changement, il faut faire aujourd'hui quelque chose qui n'était pas habituel hier, pour sortir justement du cercle vicieux et de la boucle systémique. Donc je vous donne ici par exemple un petit exemple très, très simple de boucle systémique, hein, que peut-être tout le monde connaît plus ou moins, qui est: «Je crie, ça t'énerve, tu cries, ça m'énerve». Voilà et puis on peut continuer très, très longtemps comme ça, hein. C'est, ça peut être très, très long et s'envenimer. Donc là, on est dans une boucle d'ailleurs, plutôt, à effet amplificateur. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour vous en tant que facilitateur? Moi, ce que je vous conseille du coup par rapport à ces boucles systémiques, quand vous accompagnez des équipes, c'est déjà de faire modéliser la situation, que vivent le problème que vivent vos équipes. Donc on part de la situation de départ et ça va être une opportunité de progrès finalement. On va réfléchir, expérimenter et ça va nous permettre, de trouver des nouvelles solutions. Et d'ailleurs, l'idée, c'est aussi de regarder toutes les situations qui se passent en même temps, parce que peut-être que, je crie, ça t'énerve, tu cries, ça m'énerve. En fait, le tu cries, c'est je crie sur quelqu'un d'autre et du coup, c'est une réaction en chaîne. Donc il faut pouvoir regarder un petit peu toutes les boucles qui se jouent, les liens qu'il y a. Effectivement, oui, c'est de Maxence Falbro, de Bloculus. J'adore, ce qu'il fait, donc du coup, je me permets d'emprunter, en le citant bien sûr, ses sketch notes. Bref, donc déjà, faire modéliser, schématiser la situation par vos équipes. Première étape. 2e étape, repérer là où on peut agir. Donc, on peut poser pas mal de questions finalement en tant que facilitateur, facilitatrice. Est-ce qu'il y a une fois où ça s'est bien passé? Si oui, quelle a été la petite différence qui fait la voilà, qui marche, mieux dans l'autre situation? Et si vous arrêtez de faire ce que vous avez toujours fait, qu'est-ce qui se passerait? Et si vous faisiez l'opposé de ce que vous avez toujours fait, qu'est-ce qu'il se passerait? Donc voilà, c'est, ou dès lors, qu'est-ce que vous allez faire de différent dès demain? Donc l'idée, c'est vraiment de réfléchir à des actions, des petites actions simples pour sortir de cette, boucle systémique, de cercle vie. Comment modéliser une situation? Une méthode à conseiller? Et ben, tout simplement, donner un feutre, prendre un tableau blanc ou une feuille blanche et donner un feutre à vos participants et leur demander juste de schématiser ce qu'ils vivent. Alors, on s'en fout si c'est beau, pas beau, c'est vraiment pas la question, mais c'est voilà, simplement leur demander de décrire et de schématiser en même temps. Ou sinon de faire appel à un facilitateur ou une facilitatrice graphique qui peut vous aider en questionnant et qui dessine en même temps que les participants, en même temps que les participants parlent, mais bon, je pense que tout le monde peut le faire. Et dernière étape donc, pour agir en tant que facilitateur, facilitatrice sur ce côté, homéostasie et puis, système ouvert, c'est d'être centré sur le résultat. Dans le sens où finalement on va peut-être pas, mettre en place les mêmes actions, si on a comme résultat: «Je veux préserver la relation», dans le cas de la boucle que je vous montre ici, ou «Je veux convaincre la personne que j'ai raison». Vous imaginez bien qu'on va peut-être pas, heu, proposer les mêmes idées. Voilà. Je continue, le temps file, c'est horrible. Pourtant, j'ai pas l'impression de parler autant. Donc 2e chose qu'on remarque, qu'est-ce que nous apprend encore, donc l'homéostasie et puis, le côté ouvert de nos systèmes complexes? Et bien, c'est que tout changement est un processus. Donc là, je vous ai remis d'ailleurs, la courbe du deuil, et du choc d'Elisabeth
pardon, Kubler-Ross, donc où on voit bien en fait que pour passer de la résignation à l'acceptation, il y a quand même un petit gap. Il faut pouvoir finalement intégrer une nouvelle réalité. En fait, quand on reprend la définition de changement, hein, un changement, c'est le fait de ne plus être la même ou de passer d'un état à un autre. Donc il y a un vrai processus derrière qui se joue. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire finalement, en tant que facilitateur, facilitatrice? Eh bien, ce qui peut être intéressant, ça serait de pousser aux échanges, internes, mais aussi externes au système. Finalement pour, permettre aux équipes que vous accompagnez d'intégrer une nouvelle réalité, d'ouvrir leur regard. En fait, derrière ça, l'idée, c'est de sortir un petit peu du biais de confirmation. Je ne sais pas si vous connaissez ce biais, c'est un biais cognitif qui consiste finalement à privilégier les informations qui confirment nos idées, nos croyances, nos hypothèses, et d'accorder un peu moins, même beaucoup moins de poids aux hypothèses et informations qui jouent en défaveur de notre conception. Et donc, finalement, ça se traduit par une petite réticence à changer d'avis. Mais si les équipes finalement se mettent en position d'écoute, de ces nouvelles réalités finalement, elles ont la possibilité d'intégrer donc ces nouvelles réalités-là et puis, d'avoir des idées novatrices. Et donc comment vous pouvez faire? Déjà en posant la question, alors, soit dans la phase d'exploration des idées, soit dans la phase finalement, qui peut vous aider? Qui autour de vous peut être un allié et même un allié inattendu finalement dans votre situation? Et deuxième chose, là encore, je reviens sur, l'idée de faire visualiser. Donc avant, c'était faire visualiser la boucle systémique. Là, on est sur visualiser, modéliser les interactions, entre chaque partie du système actuel. Donc c'est un peu se faire moi, ce que j'appelle une map des parties prenantes. C'est de se dire: «Ben, OK, mon équipe, mon système, il interagit avec qui? Avec quels éléments? Elles sont où les frontières de mon système et des systèmes un peu plus autour?» Donc voilà, là, je vous ai mis encore un petit schéma de Bloculus, qui est super pour expliquer ça. On peut voir donc, l'interaction, donc avec les flèches, les éléments en vert et la frontière du système en gris. Voilà. Ouh là, je vais trop vite. Donc on était au système ouvert. Les systèmes complexes sont ouverts et là j'ai une deuxième question donc bon, du coup, je vais rester avec ceux qui peuvent être connectés, ou 12 personnes et sinon dans le chat, n'hésitez pas aussi à donner vos réponses. Les systèmes complexes sont englobants. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais lancer l'activité. Donc si vous n'avez pas fermé, le lien, c'est le même lien que tout à l'heure et sinon, est-ce que côté facilitateur, vous pouvez le remettre dans le chat au cas où? Sinon, on fait un petit truc tournant où à chaque question, il y a celui-là et encore une fois derrière. C'est des personnes différentes. Hop! Non, no spoil, no spoil. Voilà, faut jouer entre différentes fenêtres. Allez, c'est parti. Je vais lancer l'activité. Donc les systèmes complexes sont englobants, ça veut dire et c'est parti. Alors, ça veut dire qu'un système peut en cacher un autre, qu'ils avalent tout et n'importe quoi, que le changement d'un élément ressurgit sur le reste du système. À chaque fois, je profite de ça pour boire un coup. Mmh. Génial, je vois que dans le chat aussi vous, vous prêtez au jeu. Merci beaucoup d'ailleurs d'être, aussi compréhensif par rapport à ce petit problème technique. Tada, c'est fini. Et donc effectivement, oh, vous avez vraiment toujours juste, hein, c'est un truc de dingue, hein. Donc effectivement, un système complexe englobant, ça veut dire qu'un système peut en cacher un autre, mais également que du coup le changement d'un élément ressurgit, pardon, sur le reste du système. Donc je reviens à ma présentation. Bam! Donc on va rentrer un peu plus dans le détail. Voilà, ne me lâche pas maintenant Google Drive. Alors donc effectivement, un système complexe englobant, heu, système et des sous-systèmes qui s'emboîtent. On a donc ce métasystème, méta donc qui veut dire qui englobe, et qui délivre le sens. Alors c'est assez intéressant parce que finalement, on va se rendre compte que les caractéristiques d'un métasystème, hein,
celui qui englobe, va dépendre plus des relations entre les sous-systèmes que la nature même, de ces sous-systèmes. En fait, c'est pas l'unité qui l'emporte, mais plutôt la globalité. Donc pour être plus clair, dans le corps humain, j'adore cet exemple parce que je pense que ça peut parler à tous. Au global, on a un global, un corps, un système qui a besoin de survivre. Chaque organe a ses qualités et ses fonctionnalités propres, hein, dans un sens. Donc le rein pour drainer, l'estomac et l'intestin pour digérer, bref. Mais finalement, ce sont plutôt les interactions entre les organes qui va permettre la finalité et la caractéristique globale de survie ou non d'ailleurs, du corps. Mais bon, si on ne veut pas prendre, l'exemple du corps humain, par exemple, en entreprise, finalement, on a l'équipe pilote, la direction qui délivre le sens, hein. Donc, ils vont recevoir les informations dont ils ont besoin pour piloter les autres équipes et en retour, les équipes pilotées, attendent, ce dont elles ont besoin pour être opérants, c'est-à-dire une direction à suivre, un objectif, une stratégie. Mais bon là, je vous ai fait, l'exemple avec la direction et les équipes, hein. On peut penser la même chose avec, une équipe projet, le fonctionnement avec un chef de projet du coup, et cetera. Donc finalement, ce caractère englobant, ça nous montre que les relations finalement sont supérieures à la qualité intrinsèque des individus. D'où l'importance de la qualité des relations qui sont développées, au sein de l'entreprise. Ça peut peut-être vous faire penser, moi ça m'a fait penser en tout cas à la notion de culture d'entreprise. Finalement, on se rend compte qu'elle a plus de poids qu'une personne ou qu'une seule équipe. Et les personnes qui ne se sentent pas appartenir à cette culture ou en cohérence, bah, vont partir parce qu'elles ne feront pas le poids. Elles ne pourront pas faire changer ça. Mais du coup, finalement, chacun tire aussi, son identité un peu plus, de ses relations avec les autres que de sa nature propre, dans un système comme ça. Donc alors, quel impact finalement, de ce caractère englobant, en cas de changement? Qu'est-ce que ça nous apprend? Bah, c'est que finalement, et c'est ce que vous avez bien vu tout à l'heure, dans le petit quiz, c'est que celui ou celle qui veut changer fait partie de ce qu'il y a à changer. Il y a une notion un peu d'exemplarité finalement. Sinon, on a un message contradictoire. Effectivement, d'où l'intérêt d'avoir une vision et de la partager avec des collaborateurs, exactement. Donc on a finalement une grande importance du fond et de la forme dans la présentation des changements. Par exemple, dans la métacommunication, qui est une communication sur la communication. Donc une entreprise affiche une nouvelle politique de communication, elle fait former ses collaborateurs aux techniques de com, mais par contre, au niveau de la direction, sur, leur propre manière de communiquer. En fait, ils vont pas résoudre le problème, ils vont surtout l'aggraver et parce qu'il y a un message contradictoire derrière qui est, «Changez, mais ne changez pas». C'est pas très clair tout ça. Donc en fait, là, je vous montre un système, comme la direction, le métasystème comme la direction qui demande aux équipes, aux sous-systèmes de changer, mais on peut également prendre l'exemple de, quand les équipes se plaignent dans des ateliers, des rétrospectives et cetera, quand elles se plaignent, de l'entreprise ou d'une autre équipe. Finalement, elles doivent faire partie du changement à amener pour qu'il y ait un véritable mouvement. Donc une première chose. Autre chose aussi qu'on voit dans les systèmes, enfin grâce à l'approche systémique, c'est qu'il y a un effet finalement, rétroactif d'un changement qui est amené par l'un ou l'autre des sous-systèmes. En fait, d'ailleurs, là, ça rejoint une autre caractéristique, des systèmes complexes qui est l'auto-organisation. Finalement, pour se maintenir en vie, tous les par exemple, les organes, dans un corps, par exemple, vont pouvoir développer une intercorrection, une auto-organisation pour s'auto-réparer, ou sinon réussir à compenser, s'il y a, 1 ou 2 organes qui lâchent, on va dire. Mais voilà, via justement, toutes ces interactions entre les sous-systèmes, ce côté relationnel et cetera, heu, en fait, s'il y a un sous-système qui change, ça a forcément un impact sur un autre sous-système. Donc là, je vous ai fait le schéma avec le sous-système A et sous-système B, par exemple. Donc c'est ce qu'on appelle le principe de rétroaction. Et même de boucle de rétroaction, finalement, c'est quand cette réaction en chaîne se répète. Donc soit elle peut être positive d'ailleurs, ça entraîne, tout un cercle, alors soit vertueux, soit vicieux, soit, elle est négative et ça entraîne plutôt une extinction pardon, un peu progressive.
Par exemple, dans les boucles de rétroaction négatives, vous avez tout ce qui est, processus de régulation et stabilisation du système, comme le thermostat. Quand, la température ambiante a atteint une certaine, température, bah, du coup, grâce au thermostat, en fait, on va, envoyer une information et puis adapter la consommation d'énergie, d'une chaudière, par exemple, pour maintenir une sorte d'équilibre de la température actuelle. Ça, c'est une boucle de rétroaction négative. Et à l'inverse, la boucle de rétroaction positive, c'est vraiment plus tous les processus de changement, d'évolution qu'on appelle un peu les effets boule de neige. Donc par exemple, dans la boucle systémique qu'on a vue plus haut, je crie, ça t'énerve, tu cries, ça m'énerve. C'était, une boucle de rétroaction positive. Mais on peut imaginer, alors positive, mais avec des impacts pas super top. Mais on peut imaginer un effet boule de neige positif avec aussi: j'améliore ma communication avec cette équipe, du coup elle a plus envie de me partager leurs infos et du coup, nos réunions sont plus efficaces et puis je pourrais continuer très longtemps comme ça. Donc finalement, on a un peu besoin quand même de ces 2 processus. Ils sont plutôt complémentaires, hein, puisque la stabilité, en même temps le changement et l'évolution, voilà, ça c'est quand même important d'avoir un petit peu des 2 pour éviter que, l'effet boule de neige aussi, n'amène l'éclatement, on va dire, du système ou à l'inverse que la rétroaction négative, heu, entraîne sa mort. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour vous en tant que facilitateur, facilitatrice? Et bien déjà, c'est que, en atelier, malgré le fait que vous ameniez un cadre et que vous ne rentriez pas dans le contenu, vous pouvez quand même, je pense, questionner plus les équipes, questionner leurs relations, leurs interactions, avec leur environnement. Qui vous entoure comme équipe? Quel type de relations vous entretenez? Quelles sont est-ce qu'elles sont bénéfiques pour les 2 parties ou pas encore? Donc c'est vraiment, voilà, ce questionnement et puis, et ça je crois que du coup, c'était dit par, Gu63, effectivement, c'est embarquer tous les acteurs du système dans la définition de la vision. Donc ça, c'est vraiment, dans la phase un petit peu de préparation des ateliers, tout ce qui est design avec les sponsors, par exemple. Bah, c'est de pas lâcher en fait parce que, le fait d'avoir tout le monde autour de la table, ça permet quand même plusieurs choses. Déjà, vous embarquez tout le monde dans le changement, pour faire bouger le système en entier, pas négligeable. Vous amenez aussi à distribuer donc les actions en local pour qu'il y ait un mouvement global. Donc là, c'est le côté un peu, glocal, de la systémie que vous allez peut-être entendre, vous avez déjà un peu entendu. Heu et puis ça évite aussi que des décisions ou des orientations soient prises sans avoir pris en compte du coup les contextes des sous-systèmes et que du coup il y ait l'homéostasie qui débarque, tout est entremêlé. Et effectivement, identifier les parties prenantes, faire des entretiens en amont, super idée. Exactement. Il y a vraiment plein de choses à imaginer, mais en tout cas, dès que vous avez cette posture et cette volonté d'embarquer tout le monde, ça change la donne. Allez, une dernière question pour la route. Les systèmes complexes sont finalisés ou à finalité? Ça veut dire quoi? Donc c'est toujours le même lien que tout à l'heure. Cher ami facilitateur, veux-tu bien? Ah génial. Oh là là, j'ai même plus besoin de le demander, ça arrive direct. C'est beau ça. Hop. Ah bah, je viens d'avoir le le message de Bicast: «Vous avez atteint le maximum, merci». Allez, c'est parti, je vais lancer tac. Oh là là, à chaque fois je fais un petit spoil. Je vais lancer l'activité, comme ça vous pourrez, jouer en live. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre vos réponses dans le chat et c'est parti. Donc les systèmes complexes sont finalisés ou à finalité, ça veut dire que l'ensemble des éléments qui les constituent avancent vers un objectif commun ou qu'ils sont mis au point de façon détaillée. Un petit coup d'eau. Oui, effectivement, Caroline, c'est plein, donc étant sur le chat aussi ta réponse, j'ai découvert ça à mon insu. Attention, c'est la fin! Oh là là, trop fort, trop fort. Génial. Bon, en plus, même dans le chat aussi, vous avez tous bon. Parfait, génial. Effectivement, alors je repasse à mon diapo et après je vous embête plus avec les questions. Donc effectivement, les systèmes complexes sont finalisés ou à finalité. Et bien, ça veut dire que finalement, ils ont, finalement tendance à définir leur propre but. Ils ont même besoin d'un but ou d'un objectif précis,
pour pouvoir, rechercher, d'ailleurs en biologie, c'est assez simple, hein, finalement le corps humain, voilà, les organes s'adaptent pour atteindre la finalité qui est, on interagit, de manière, biologique et spontanée pour, la survie du corps, quoi. C'est un peu moins évident dans le cadre d'un système humain puisque ça se fait moins, spontanément ou automatiquement. Donc dans un système qu'on appelle équipe, organisation humaine, finalement, ça revient à rendre partie prenante de la régulation chacun des éléments du système à réguler. Autrement dit, finalement, les systèmes ont besoin d'un sens, d'une finalité et autant qu'ils participent à cette définition de la finalité, sinon ils vont se définir leur propre, leur finalité propre, on va dire. Donc là, je vous ai d'ailleurs, mis une, citation de Goethe, enfin je sais jamais pareil comment on le prononce. «Le tout est plus que la somme des parties». Et bah, du coup, ça s'y prête bien parce qu'effectivement, toutes les relations, les flux, les interactions sont multiples et sont plus importantes que la nature de chacune des parties. Donc ça, c'est le caractère englobant et relationnel qu'on a vu plus haut. Mais du coup, ce qui est génial, c'est que ça permet aussi l'émergence de comportements nouveaux, d'attitudes nouvelles et de solutions du coup innovantes qui sont nécessaires à tout ce qui est résolution de problèmes. Donc il faut aussi faire confiance à ce tout au final, à ce sens et à cette finalité. Donc qu'est-ce que ça veut dire, en cas de changement et du coup, qu'est-ce que nous apprend l'approche systémique? Ce côté finalisé, c'est que finalement, Heu, être concentré sur le résultat à atteindre, ça permet de se détacher des problèmes et des habitudes actuelles. Donc là, vous vous rappelez, on est aussi dans cette phase aussi d'intégrer une nouvelle réalité, comme on le disait plus tôt. Donc en fait, c'est autrement dit, ça amène le mouvement nécessaire pour avancer vers un changement de fonctionnement, un vrai changement, puisque du coup, on va changer d'état, on va changer d'habitude. Donc par exemple, alors, là j'ai pu tester en plus, ce côté vraiment orienté résultat, lors d'une rétrospective. En fait, au lieu de commencer par, le traditionnel, qu'est-ce qui s'est bien passé, moins bien passé, avant de passer aux idées d'action, tout ça. En fait, j'ai laissé plutôt, dans un premier temps, de réfléchir individuellement à, bah, quel résultat tu souhaites accomplir dans ce temps de rétrospective. Est-ce que tu veux prendre une décision sur un sujet? Est-ce que c'est réfléchir ensemble sur une problématique qui semble commune? Enfin voilà, c'est quel résultat, avec quoi tu veux ressortir de cet atelier? Et du coup, ça a été super intéressant parce que ça a amené une rétrospective beaucoup plus engageante et beaucoup plus efficace. Un mouvement, un vrai mouvement, puisqu'on en fait, on est parti de ces résultats-là, et derrière, en fait, on j'ai divisé l'équipe en 2 groupes pour qu'elles réfléchissent aux 2 résultats qu'elles avaient priorisés. Et donc on est vraiment sorti sur, des actions très concrètes qui se sont décidées, et c'était génial et derrière, les actions ont d'ailleurs été mis en place beaucoup plus rapidement. Donc voilà, exemple sur une rétrospective, ça marche vraiment bien cette posture-là. Heu, donc voilà, du coup, ça amène un mouvement qui est coordonné. Ça n'empêche pas qu'il y ait une marge d'autonomie de chacun, bien sûr, hein, il ne faut pas que l'environnement soit trop rigide pour que quand même on puisse laisser émerger les comportements et les idées nouvelles. Et d'ailleurs, ça rejoint une autre, caractéristique des systèmes complexes qui est le besoin de variété, hein, donc mettre en valeur aussi les spécificités, les particularités et les différences pour qu'on garde cette opportunité de créativité finalement. Heu, donc voilà, donc il y a besoin de liaison entre les composants, pas trop rigide, pas de rôle irréversible, mais quand même, voilà, une plage de liberté nécessaire. OK et du coup, ça veut dire quoi alors, en tant que facilitateur, facilitatrice? Alors, il y aurait plein d'autres façons, hein, de répondre à ça. Moi, c'est une proposition que je veux vous faire. C'est du coup d'utiliser, je vais vous faire un petit zoom sur, la démarche Solution Focus, que je trouve très intéressante. Donc c'est une approche d'ailleurs, donc orientée solution, hein, Solution Focused Brief Therapy d'ailleurs, qui a été, développé par Steve DeShazer et Insoo Kimberg à la fin des années 70 environ. Et ça a été mis au point au départ dans un centre de santé mentale. Et les patients, en fait, de manière exceptionnelle d'ailleurs, étaient acceptés sans dépistage préalable de leurs troubles cognitifs et comportementaux du passé. En fait, dans ce centre de santé, il y avait vraiment un accent qui était mis sur les circonstances et les objectifs actuels et le futur d'une personne plutôt que sur ses expériences passées. Donc comme on était orienté objectif,
et pas forcément symptômes ou problèmes, en fait, ça encourageait, les personnes à un traitement plutôt, à développer une vision du futur, à avoir un soutien, dans cette identification du futur idéal, voir un petit peu les compétences, les ressources qu'elles avaient, à leurs mains pour l'activer, et cetera. Et donc ce qui est là, ce que je vous montre comme schéma, hein, c'est, ce qu'a repris Alistair Cockburn, donc qui est un cofondateur du mouvement agile. Il a repris ces principes-là, pardon, pour formaliser un schéma. Donc avec, le P sur la gauche, ses causes dans le passé, et cetera, et le nuage à droite, qui est le futur idéal dans lequel les problèmes actuels ont disparu ou sont même derrière nous, quoi. Donc je vais vous détailler un petit peu ce solution focus. Ça se passe en 5 étapes. Donc, première étape, définir votre plateforme. Donc, ce qu'on appelle la plateforme, c'est où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, ce qui fonctionne pour vous, dans votre contexte. Ça permet vraiment, voilà, d'identifier ce qui marche déjà bien. Donc, du coup, où est-ce que vous en êtes? On dirait, ouais, c'est ça, on dirait le speedboat, c'est effectivement très, très proche. Le speedboat est une vraie base, a vraiment pris, c'est inspiré, pardon, du solution focus dans l'idée. Quels sont les gains, bénéfices à résoudre? Voilà, qu'est-ce qui fonctionne déjà pour vous en général? Bref, avec quoi on part? 2e étape, décrire et visualiser votre futur préféré. Donc alors là, si vous voulez y aller en termes de visuel et de prestations graphiques avec les équipes, allez-y, c'est trop génial. Même ce qui peut être super drôle, moi ce que j'utilise pas mal aussi, c'est de mettre à disposition des magazines qu'ils peuvent découper pour se faire un petit peu leur vision avec, de l'inspiration, autre. C'est vraiment génial. Donc voilà, c'est finalement, comment les choses se passeraient, si le problème est résolu ou disparaît. Qu'est-ce qu'il y aurait de différent? Qu'est-ce que vous espérez de mieux? Quels sont les premiers signes qui feront que vous verrez bien que le miracle s'est produit? Donc le futur préféré. 3e, identifier vos capacités et les célébrer. Donc là, c'est vraiment, c'est quoi les premiers signes finalement, les premiers éléments qui nous montrent que ce futur préféré, existe un peu déjà, se produit déjà aujourd'hui. Donc c'est toutes nos ressources, toutes nos compétences, nos savoir-faire, expertise. Donc c'est tout ce qui est déjà présent et qui peut être mis en œuvre pour aller vers notre futur préféré. Ensuite, 4e étape, mesurer où est-ce que vous en êtes par rapport aux résultats souhaités. Donc sur une échelle, hein, de 1 à 10 ou de 0 à 10 plutôt même, donc qui est 10 l'état, en vraiment idéal, on a atteint totalement le futur préféré. 0, là, on en est vraiment très, très loin. Mais voilà, généralement, ce qui est assez génial, c'est que les équipes mettent plutôt vers le milieu parce que ils partent pas de 0 finalement, hein, vers leur futur préféré. Ils ont déjà commencé à mettre en place des choses, à imaginer, à tester. Voilà, et 5e étape, je suis directement allée à la conclusion, là, c'est encore mieux. Mais alors? Voilà, pardon, 5e étape, c'est définir les petits pas pour vous lancer. Donc finalement, c'est quoi les premières actions simples, vraiment, clés en main qu'on peut réaliser pour progresser? Ou si on n'a pas vraiment, on n'est pas prêt à aller sur des actions, directement de mise en œuvre, qu'est-ce qu'on peut tester pour voir si ça marche ou pas? Donc c'est vraiment une idée de petits pas, et d'expérience. Il faut tester les choses. Voilà, c'était un petit, il y a le solution focus, donc là, avec son déroulé, on va dire, très classique. Vous avez le speedboat, vous avez aussi, le même exercice avec une fusée, je crois. Enfin voilà, il y a plein de petits exercices, mais, en tout cas, ils partent généralement de ce déroulé-là. Donc j'y arrive maintenant. En conclusion, petite conclusion, alors, petite, il y a pas mal de choses à dire. Heu, donc avec tout ça, qu'est-ce que l'approche systémique finalement? Vous avez sûrement dû le comprendre, mais adopter une approche systémique, c'est finalement adopter une démarche, qui étudie le système de façon globale, donc avec vraiment, tous les composants du système, mais surtout leurs liaisons et leurs interactions. Et aussi, finalement, regarder comment chaque élément contribue à la finalité du système, tout en préservant, sa propre identité. Alors petit historique, mais alors vraiment petit parce qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire, hein, sur, la systémique.
Mais finalement la systémique, enfin en tout cas la première pensée, elle est assez vieille puisqu'elle a commencé dans l'Antiquité avec les philosophes grecs, avec vraiment cette idée, de système, que l'univers c'est finalement un tout unifié, dont toutes les parties sont interdépendantes. Alors, il y a eu un petit moment de creux, d'ailleurs, c'est marrant parce que j'avais pas réalisé que mon schéma aussi faisait le creux, j'ai pas fait exprès. Mais voilà, finalement, au moment du XVIIe siècle, des Lumières, avec Descartes en particulier, on passe plus dans la prédominance de l'individu, de la raison, on sépare le sujet et l'observateur. On expérimente de manière empirique, donc vraiment avec une importance de la preuve, donc ce qui amène à vraiment diviser, le plus possible en parties, les objets étudiés pardon, en petites parties pour vraiment contrôler le processus de recherche. Donc c'est quand même enfin, c'est cet état d'esprit, hein, vraiment de preuve, de découpage et cetera qui est resté en sciences majoritairement et même dans l'éducation ou dans le système de pensée automatique, on va dire. Hem, mais alors que finalement, la systémique vient de loin. Elle est réapparue dans les années 1920 puisque finalement toute cette division de la connaissance a amené aussi une perte de vision d'ensemble, hein. Une perte de vision des relations entre les objets étudiés et donc certains scientifiques, ont cherché, des principes autour duquel, pourraient se rassembler les sciences naturelles et sociales en particulier et donc on a, en particulier Carl Ludwig von Bertalanffy, ils ont vraiment tous des noms compliqués, qui est un biologiste qui constate que finalement, les comportements des éléments d'un système sont différents quand ils sont étudiés en isolation ou à l'intérieur d'un organisme. Donc, il voit d'ailleurs la différence entre les systèmes biologiques, comportementaux et sociaux qui sont plutôt des systèmes ouverts, comme on l'a vu, et les systèmes physiques qui sont plus des systèmes fermés. Donc voilà, du coup, ben, c'est toute cette, tous ces phénomènes observés, finalement, ils ont remarqué que où les ensembles d'éléments sont en interrelation entre eux, mais aussi, avec leur environnement. Oui, c'est le 18e. Alors, j'ai eu droit à 18e, 17e dans mes recherches, c'est pas très, très clair cette histoire, dans ces eaux-là. Ensuite, dans les années 40, on a un personnage central dans l'application de la systémique qui est apparu, surtout, dans l'application dans la santé mentale et les sciences sociales et humaines, avec Grégory Bateson, qui est, anthropologue, ethnologue, épistémologue et donc lui, il s'intéressait finalement à la façon dont les groupes sociaux, utilisent leur interaction pour créer de la stabilité et le changement dans leurs relations. Et comment d'ailleurs, on peut transmettre, d'une génération à l'autre des croyances, des normes, des tabous. Et en fait, il a, lui, découvert l'importance de la tout ce qui est, le principe de récursivité, hein, de rétroaction, qui sont, fondateurs, dans l'approche systémique. Et ensuite, dans les années 50 à 80 même, à mi-17e, merci, j'ai vu qu'il y avait un débat dans le chat. Alors je ne vais pas me battre sur les dates, hein. Dans les années 50 pardon, du coup, ce cher Bateson, a collaboré avec des chercheurs de Palo Alto et ils ont mis en évidence, toute l'importance de s'intéresser non seulement à l'histoire des individus, mais surtout au contact qu'ils entretiennent avec leur entourage, leur environnement et leur interaction, avec les différents systèmes. Et d'ailleurs, donc, il y a l'équipe du Mental Research, Institute, donc de Palo Alto, qui a poursuivi, les travaux de Bateson, donc, avec, notamment Don Jackson, Paul Watzlawick, notre ami, Virginia Satir et Jules Risquin. Et leurs recherches ont permis des avancées majeures dans tout ce qui est thérapie familiale. Donc c'était, voilà, donc c'est vraiment, on était vraiment sur une idée, de sciences sociales et humaines avant tout. Et effectivement, Bateson est le père de la cybernétique, exactement. Donc voilà, il a étendu ses travaux, justement à la partie sciences humaines et sociales. Voilà, donc ça c'était pour l'historique, histoire que vous ayez les éléments. En conclusion, de tout ce que je vous ai dit, alors je vous en ai dit beaucoup, j'espère que je ne vous ai pas trop noyé en informations. Pour amener un véritable changement dans les systèmes complexes, c'est déjà, faire ce qui n'a pas été fait hier et intégrer une nouvelle réalité. C'est intégrer toutes les parties du système dans le changement, en commençant par soi. Alors, soit en tant que facilitateur ou soit en tant qu'équipe, qui, critique le problème. Le problème, c'est la solution, pas le problème est la exactement. Également, pour amener un véritable changement, il faut, du coup, se concentrer sur le résultat à accomplir pour pouvoir se projeter vraiment dans le futur désiré.
Et donc, comment ça se passe pour vous en tant que facilitateur ou facilitatrice? Eh bien, du coup, plusieurs techniques, hein, que je vous ai partagées, mais en résumé, faire modéliser, faire visualiser les boucles systémiques et thèmes actuels. Questionner, questionner énormément vos équipes, mais sans jugement parce que l'idée c'est pas de questionner avec une idée derrière la tête en mode, «Et pourquoi t'as pas fait ci?» Et enfin, vous voyez les questions rhétoriques là où vous avez déjà la réponse. Non, non, c'est questionner vraiment pour faire creuser, pour faire explorer vos équipes. 3e proposition, que je vous donne, c'est également de poser dès le début, mais vraiment dès le début, tout atelier, toute réunion, enfin toute discussion qui a besoin d'être facilitée finalement, à quel résultat on veut aboutir à la fin de notre, discussion. Et vous verrez que c'est sera beaucoup plus efficace et ça amènera un mouvement, de suite. Et enfin pardon, 4e, proposition que je vous fais, pour amener ce véritable changement, c'est s'assurer que, vos équipes, que, les personnes pour lesquelles vous facilitez, ont une variété de réalités. Donc, vont en contact avec, d'autres équipes, vont questionner un petit peu ce qui se passe autour d'elles, voilà, pour, justement intégrer une nouvelle réalité, intégrer, un vrai changement et un changement d'état, surtout. Voilà, j'ai fini pour moi, 14h10, il reste 10 minutes environ pour les questions, donc c'est top. J'ai parlé un peu vite. Alors, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Alors, je vais regarder un petit peu. Alors, des livres aux références, liste de ressources sur le sujet à conseiller. Alors, sur le sujet de la systémique, donc, déjà, le super article de, Bloculus justement, qui présente rapidement, ce qu'est la systémique, c'est génial. Sinon, j'ai un autre livre, effectivement, qui est pas là. Oui, si, qui s'appelle «L'approche systémique pour gérer l'incertitude». Attendez, je vais le chercher, bougez pas. Hop là, celui-là, exactement, donc de Arlette, Yashinovsky. Je vous ai dit, ils ont tous des noms compliqués. Voilà, donc ça, c'est vraiment génial et sinon l'approche systémique, adaptée plutôt, on va dire, au quotidien et à vos relations, même enfin personnelles ou de travail, vous avez celui-là, des éditions Erol qui est 50 exercices, sur la systémique. Donc c'est assez sympa parce que, ça permet en fait de, voilà, de faire des exercices directement dans le livre. C'est chouette pour se questionner et pour s'inspirer aussi en termes de, peut-être de format à proposer, aux équipes. Voilà, tac, tac, tac. Alors effectivement, je vous embête pas sur la partie 17e, 18e, des Lumières. Hop. Alors, questionner en amont ou pendant l'atelier? Alors, beh, un peu des 2 finalement, la réponse normande. C'est effectivement, en amont pour questionner vraiment, sponsor, le commanditaire de l'atelier. Pourrait vraiment un petit peu, creuser, la situation et peut-être déjà commencer à faire réfléchir, le sponsor ou le commanditaire. Et pendant, vraiment, pendant au maximum. Alors je sais que souvent on dit, le facilitateur ou la facilitatrice, voilà, ne doit pas rentrer dans le contenu, est vraiment, plutôt garant du cadre et cetera. Heu, je pense que vraiment si vos questions sont sans jugement, sans arrière-pensée ou sans intention, vous n'avez pas de raison de rentrer dans le contenu et vous êtes au contraire toujours dans le cadre puisque vous amenez une certaine réflexion qui va se diriger, différemment. Voilà, de la même manière qu'on amène un format, forcément on dirige un petit peu, le mode de réflexion. Donc voilà, donc ne pas hésiter avec toutes les questions de, qu'est-ce que vous feriez de différent? Qui peut vous aider? Quel résultat vous voulez, accomplir? Tout ça, tout ça. Alors, as-tu un super livre contenu? Alors oui, effectivement, donc j'en ai donné 2. Et sinon, j'en ai un autre dont je me souviens plus le titre, qui est de Alain Cardon. Bon, du coup, mon formateur sur, le coaching, pardon, systémique, qui a écrit un livre sur le sujet et je vous retrouverai le titre et je vous le mettrai dans Discord. Comme ça, je vous amène avec moi. Voilà, qui effectivement aussi est super intéressant et qui, liste plusieurs questions à poser, entre autres, en utilisant du coup ces techniques un petit peu de coaching systémique.
Alors, dans le cadre du solution focus, on ne parle jamais du ou des problèmes. Alors, effectivement, ça peut être quelque chose qui peut être difficile, comment dire? Dans le mode de pensée, qu'on a aujourd'hui, qui est plutôt cartésien analytique, c'est-à-dire j'ai un problème, j'analyse, qu'est-ce qui se passe et je réfléchis à une solution. L'idée du solution focus, c'est vraiment de basculer totalement, le mode de pensée pour d'abord réfléchir, alors effectivement à nos ressources, à notre plateforme, hein, comme on disait, mais surtout à finalement qu'est-ce qu'on veut atteindre? Et c'est, cette pensée-là qui va permettre de donner des solutions finalement un peu plus, novatrices, qui amènent vraiment, comme je vous disais, un mouvement beaucoup plus fort, que si on restait sur, le problème, ça marche pas et en plus généralement les équipes, enfin en tout cas moi de mon expérience, c'est ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand on parle du problème, les équipes ont tendance à rester trop, concentrées sur ce problème-là, sur ce qui ne marche pas et elles ne se concentrent plus du tout sur, finalement, ce qui marche déjà, ce qu'on peut déjà utiliser comme ressource, ce qu'on peut essayer. Voilà, cette curiosité, je ne sais pas comment l'expliquer, cette étincelle qui fait que d'un coup ils vont dire: «Oh tiens, j'ai une idée!» Enfin voilà, donc du coup effectivement, solution focus, ça change totalement de paradigme et c'est en ça que c'est très intéressant, et très, en accord avec, l'approche systémique. J'espère avoir bien répondu à vos questions. Si je suis pas très claire, hésitez pas à reposer derrière. J'essaie, de répondre à toutes vos questions. Est-ce que j'en ai loupé? Ah oui, effectivement. Ah génial, je vois qu'il y a d'autres, 50 exercices sur la systémique, effectivement. Je vois qu'il y a d'autres, idées de, Alain Cardon référence, RPZ. Effectivement. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a fait vraiment comment dire? Un mind blowing, comme je disais, ce côté, heu, coaching systémique. Enfin, du coup, plutôt dans l'idée de coacher individuellement les personnes, les individus. Mais voilà, dans toute la facilitation que je pratique, régulièrement, il y a beaucoup de ponts qui se sont faits, c'est génial. Avec des cas annotés effectivement, par Alain Cardon, donc du coup, c'est super intéressant et très inspirant. Alors, parfois le moment de purge, parler de ce qui ne va pas peut être bénéfique pour casser l'énergie négative. Effectivement, je suis d'accord, vaut mieux des fois que les problèmes soient plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, hein. Après, voilà, je pense que ça se limite dans le temps, vraiment, ou que ça se coupe avec peut-être une pause ou quelque chose qui permet aux individus de prendre l'air et de un petit peu de changer d'état de pensée. Parce que voilà, si on commence par ça, enfin en tout cas c'est ce que je remarque souvent dans les rétrospectives, on a tendance à commencer par ça, dans les ateliers rétrospectives en particulier et du coup ça donne une touche comme vous savez, un petit goût amer sur tout le long de la rétro en fait. Heu et c'est là où je trouve qu'à chaque fois on amène toujours les mêmes types de solutions, c'est toujours les mêmes choses qu'on a essayé 100 fois et du coup les équipes se désintéressent finalement alors là je parle de la rétrospective mais parce que cet exercice quand même est très pratiqué un peu plus, mais finalement les individus se désintéressent puisque toutes les choses qui sont mises en place, n'amènent pas un vrai changement. Donc on en revient à ce que je disais au début, on en revient à l'état antérieur et du coup de la déception et du coup, on veut pas changer. Bref. Donc voilà, mais effectivement, mais je suis totalement d'accord que, ça mérite de faire cet effet de purge qui est quand même assez nécessaire pour que ça sorte quoi. Il faut que ça sorte. Alors, comment savoir quand on doit aller plutôt investiguer les causes et quand l'approche focus résultat est plus adaptée? Le curseur est-il justement si les équipes disent: «On a déjà tout essayé». Oui, effectivement, ça peut être un bon indicateur, si, vous entendez trop souvent, la phrase: «On a déjà tout essayé, ça marche mieux comme on était avant, pourquoi changer après tout, ça sert à rien de changer». Ça peut, vous donner une indication de switcher un petit peu, de basculer votre posture et votre mode de fonctionnement. Après, voilà, encore une fois, vous pouvez le mettre en place, étape par étape. Donc déjà faire visualiser, questionner, et peut-être pas passer dessus, hein, qui est effectivement, un peu la démarche coup de poing. Hem, voilà, peut-être commencer déjà par faire visualiser pour que et je crois que je lui ai fait un sketch note, c'est,
Oh là là, je suis nulle en prénom, c'est horrible. Bref, une facilitatrice ce matin qui a parlé de la visualisation, qui en parlait. Il y a un énorme impact finalement aussi dans le visuel, puisque, on va dire le problème, ou la situation, pas le problème, la situation est devant vos yeux. Elle est formalisée, elle est schématisée. Du coup, c'est à ce moment-là où les équipes commencent à un petit peu à se questionner, à se dire, «Ah tiens, tu voyais ça comme ça, moi je voyais pas ça comme ça. Ah, purée, je m'étais pas rendu compte que c'était aussi compliqué». Ça, j'y ai droit, je me rappelle quand on a fait ça pour, faire visualiser le fonctionnement entre 2 équipes. Donc il y a eu plusieurs, sous-équipes qui ont fait, cet exercice-là et après on a fait une restitution. Et du coup, c'était extrêmement drôle de regarder derrière, le compte rendu, de regarder justement la représentation de tout le monde et les réactions, et de se rendre compte qu'effectivement, on n'a pas tous la même manière de voir les choses, et que le visuel, voilà, montre aussi, les problèmes beaucoup plus simplement et efficacement que l'oral, en tout cas. Alors il est 14h20, je vois que qu'il faut, donner votre avis donc effectivement, je crois que dans le chat, on va vous envoyer, voilà, un lien vers un rôti. Alors, ben, du coup, merci par avance, de donner votre avis parce que, ben, pour moi aussi, savoir, ce que vous en avez pensé. Côté facilitateur aussi, connaître les points d'amélioration. Voilà, donc merci beaucoup en tout cas, pour votre écoute. Je vois qu'il y a d'autres questions et du coup, je me mets à votre disposition sur Discord si vous voulez qu'on continue de papoter. Voilà et à 45, si je dis pas de bêtises, j'ai une table ronde, sur les échecs et les apprentissages, enfin les petits fails et les apprentissages, de la facilitation. Donc, si vous voulez continuer à avoir un petit peu les anecdotes croustillantes, n'hésitez pas. Voilà, merci à tous et à toutes et du coup, j'en profite pour montrer mon petit cœur et Fifi, au passage. Voilà, donc rendez-vous sur, et merci surtout pour tous vos commentaires, c'est trop génial. Gros cœur! Elle est où la caméra? Là. Et si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à me suivre donc sur LinkedIn, je m'appelle Cyrielle Deline, j'ai pas bougé et puis sur Twitter, @Cyrielle-EDL. Oui, je sais que c'est très mainstream de dire tirer du bas, mais je le dis toujours. Merci beaucoup. Ah, ça fait plaisir. Je me sens tellement soulagée maintenant que c'est fini. Ne stresse pas. Merci à tous.